Salut les amis. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Ma mère m'a mis dehors pour se concentrer sur ses nouveaux enfants. Aujourd'hui, je réussis. Elle veut que je paie les études de mes demi-frères et sœurs. » Je vais commencer depuis le tout début, parce que le contexte est important. J'ai 33 ans aujourd'hui, je travaille à un poste de direction dans une entreprise où je suis depuis ma sortie de l'université. Et même si j'ai travaillé comme un acharné pour arriver là où je suis, il y a toujours une part de moi qui regarde en arrière et se demande à quoi ma vie aurait pu ressembler si ma mère avait fait de meilleurs choix. Elle m'a eu à 20 ans. Mon père biologique n'a jamais été présent. Honnêtement, je ne sais presque rien de lui. D'après ce qu'elle m'a raconté plus tard, elle lui a laissé le choix de rester, et il n'a pas hésité une seconde à partir. Pas de pension alimentaire, pas de dispute, il a juste disparu. Nous vivions dans un minuscule appartement au-dessus du garage de mes grands-parents. Ce n'était pas grand-chose, mais ça suffisait. Mes grands-parents l'ont pratiquement porté à bout de bras à cette époque. Ils l'ont aidé à s'occuper de moi pendant qu'elle terminait ses études et obtenait son diplôme de kinésithérapeute. Elle jonglait entre les cours, le travail et le fait de m'élever seule. Je lui reconnais une chose, elle ne s'est pas contentée de s'apitoyer sur son sort de mère célibataire. Elle a travaillé dur. Ses premières années n'étaient pas mauvaises. Oui, l'argent était serré, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents pendant qu'elle travaillait ou étudiait. Mon grand-père adorait m'avoir avec lui. Honnêtement, il a probablement fait plus pour moi que n'importe qui d'autre durant ces années-là. Ma mère trouvait quand même du temps pour moi quand elle le pouvait. Elle me lisait des histoires avant de dormir, m'emmenait au parc, ce genre de choses. Les choses ont changé quand j'avais environ 8 ans. Ma mère a rencontré un homme nommé Léonard à son travail. Il semblait correct au début. Un emploi stable, un type normal. Je me souviens qu'elle disait à quel point il était différent des hommes qu'elle avait fréquentés auparavant. Ils sont sortis ensemble pendant un moment, puis après quelques années, ils se sont mariés quand j'avais environ 11 ans. Léonard n'était pas un mauvais gars, mais il n'était pas chaleureux non plus. Il était poli, presque distant. Il n'était pas méchant avec moi, mais il ne faisait aucun effort pour créer un lien. Il me traitait comme si j'étais juste là, comme un meuble de plus dans la maison. Au début, rien n'a vraiment changé. Je vivais toujours avec ma mère et désormais avec Léonard. C'était correct, pas génial, mais correct. Puis de petites choses ont commencé à évoluer. Ma mère a commencé à se concentrer davantage sur Léonard et leur vie de couple. Les dîners sont devenus plus silencieux, moins centrés sur moi et davantage sur eux. Je me souviens être assis là, essayant de participer à la conversation, et me faire balayer comme si je n'existais même pas. Au début, je ne l'ai pas pris personnellement. Je me disais qu'elle était simplement enthousiaste à propos de son nouveau mariage et qu'elle essayait de le faire fonctionner. Mais avec le temps, il est devenu évident que j'étais lentement mis de côté. J'ai redoublé d'efforts pour attirer leur attention. Je travaillais dur à l'école, je ramenais de bonnes notes, j'aidais à la maison, je faisais tout ce que je pouvais pour montrer que je valais encore la peine qu'on s'intéresse à moi. Puis, quand j'avais environ 12 ans, ma mère est tombée enceinte, de jumeaux. Tout le monde était ravi. Moi aussi, du moins au début. Je m'imaginais être le grand frère cool, aider avec les bébés, leur apprendre des choses, faire partie de cette nouvelle famille. J'ai même commencé à faire du babysitting chez des voisins pour m'entraîner avant l'arrivée des jumeaux. Mais au fil de la grossesse, l'attitude de ma mère envers moi a encore changé. C'était comme si elle n'avait plus de temps pour moi. Tout tournait autour des jumeaux. Je pensais que c'était temporaire, qu'une fois qu'ils seraient nés, les choses redeviendraient normales. Les jumeaux sont arrivés, et j'ai eu l'impression de disparaître du jour au lendemain. Je veux dire, je comprends. Ce sont des bébés, et les bébés demandent une attention constante. Je ne m'attendais pas à ce que tout reste exactement pareil, mais là, c'était à un tout autre niveau. Ce n'était pas seulement qu'elle était occupée ou fatiguée, ce qui aurait été compréhensible. J'avais l'impression qu'elle avait tout simplement cessé de me voir. Les dîners de famille, par exemple, ont complètement disparu. Avant, c'était elle qui les organisait, qui faisait l'effort de passer du temps ensemble, mais maintenant, plus rien. Et ce n'était pas seulement les dîners. Toutes ces petites choses qui me faisaient me sentir proche d'elle ont disparu aussi. Parler de nos journées, regarder une émission ensemble, même partager ces petites blagues entre nous. Je crois que le pire, c'est que je continuais à essayer. Même s'il était évident que je ne faisais plus partie de cette nouvelle dynamique familiale, je continuais à essayer. Je continuais à travailler dur à l'école, à aider à la maison, à essayer de me rendre utile. Mais quoi que je fasse, ça ne comptait pas. Je n'étais plus une priorité. Quand j'ai eu 16 ans, tout a fini par exploser. Ma mère et Léonard m'ont appelé dans le salon un soir, en disant qu'ils avaient besoin d'avoir une conversation sérieuse avec moi. Je savais que ce ne serait pas une bonne nouvelle. Je le sentais. Ils m'ont fait asseoir et ont commencé à expliquer que financièrement, ça devenait compliqué. Avec les jumeaux, disaient-ils, leurs dépenses avaient augmenté, et ils ne pouvaient plus se permettre de subvenir aux besoins de tout le monde sous le même toit. Léonard parlait presque tout le temps, alignant les chiffres comme si j'étais censé me sentir coupable pour eux. Ma mère, elle, est restée là à me regarder, puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, il mérite plus. Pas on va trouver une solution,
Pas on est une famille, juste un message clair, je ne comptais plus pour eux. Je n'ai pas argumenté. À quoi bon? Je suis monté dans ma chambre, j'ai fait mon sac avec le peu que j'avais, des vêtements, quelques affaires personnelles, et je suis parti. Je ne me suis même pas retourné. Je suis allé directement chez mes grands-parents. Ils n'ont pas hésité une seconde à m'accueillir, mais ils étaient furieux. Mon grand-père faisait les 100 pas en marmonnant qu'il n'arrivait pas à croire que sa propre fille ait pu faire ça, tandis que ma grand-mère secouait la tête en me serrant fort dans ses bras. Il voulait confronter ma mère, mais en même temps, il ne voulait pas couper totalement les ponts, surtout à cause des jumeaux. Et je comprenais. Les jumeaux étaient innocents dans tout ça. Ils n'avaient pas demandé à naître, et encore moins à devenir le centre de l'univers de ma mère à mes dépens. Je ne pouvais pas leur en vouloir, même si j'étais en colère contre la situation. Ce jour-là a été un tournant pour moi. Le jour où j'ai compris que je ne pouvais plus compter sur ma mère. À 16 ans, je n'étais plus seulement un adolescent qui essayait de comprendre la vie. J'étais livré à moi-même. C'était effrayant, oui, mais je n'avais pas le choix. À partir de ce moment-là, j'ai su que je devais me débrouiller seul, parce que personne d'autre ne le ferait pour moi. Vivre chez mes grands-parents était un soulagement, mais ce n'était pas facile. Ils m'offraient un toit et un endroit où vivre, mais ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus. Ils étaient à la retraite, avec des revenus fixes, et n'avaient tout simplement pas les moyens de m'aider comme j'en aurais eu besoin. Alors j'ai commencé à travailler. Mon premier emploi était dans un café du coin. Ce n'était pas prestigieux, mais ça me permettait d'acheter mes fournitures scolaires, des vêtements et certaines choses dont j'avais besoin pour le lycée. Jongler entre le travail et l'école n'était pas simple. Je rentrais tard, j'essayais de faire mes devoirs, puis je me levais tôt le lendemain pour recommencer. Mes notes ont un peu baissé, mais j'ai quand même réussi à rester sur la bonne voie pour obtenir mon diplôme. Ce qui faisait vraiment mal, c'est que ma mère ne prenait jamais de nouvelles. C'était comme si j'avais cessé d'exister pour elle. De temps en temps, j'entendais parler d'elle et de Léonard par des ragots familiaux. Ils allaient bien sûr. Les jumeaux s'épanouissaient, et ils vivaient leur vie parfaite dans leur belle maison avec leur nouvelle voiture. Et honnêtement, je n'arrivais pas à comprendre. Je ne voyais pas comment 2 adultes avec des emplois corrects ne pouvaient pas subvenir aux besoins de 3 enfants. Je n'étais pas une charge extravagante, j'avais juste besoin du strict nécessaire. Pendant ce temps, moi, je galérais. Je travaillais les week-ends et tard les soirs d'école juste pour m'en sortir. Jongler entre les devoirs, les horaires de travail et essayer d'avoir une vie à peu près normale était épuisant. Ce n'était pas comme si je leur demandais beaucoup, juste un minimum d'effort, un peu d'attention. Mais j'ai eu l'impression que dès l'instant où j'ai franchi cette porte, ils se sont lavés les mains de moi et sont retournés à leur petite bulle parfaite. Au fond, ce n'était probablement pas une question d'argent. Ils ne voulaient tout simplement plus de moi. Vers ma dernière année de lycée, les lettres d'admission à l'université ont commencé à arriver. J'étais à la fois excité et terrifié. Je savais qu'il m'était impossible de financer des études supérieures tout seul. J'avais besoin d'aide. Alors, contre mon meilleur jugement, j'ai repris contact avec ma mère. Je me souviens être assis tard le soir dans la cuisine de mes grands-parents, mon téléphone à la main, en essayant de trouver comment formuler mon message. Mon esprit tournait en boucle, cherchant 1000 façons de demander de l'aide sans paraître trop désespéré. J'ai supprimé et réécrit le message au moins 10 fois avant de finalement envoyer « Salut, j'ai été accepté dans plusieurs universités. Je me demandais si tu pouvais m'aider pour les démarches d'aide financière ou te porter garante pour un prêt. » J'ai appuyé sur envoyer et je l'ai immédiatement regretté. Pas parce que c'était mal de demander, mais parce qu'au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Malgré tout, une petite partie stupide de moi gardait encore de l'espoir. Peut-être qu'elle se souviendrait que j'étais aussi son enfant. Sa réponse est arrivée des heures plus tard, et quand je l'ai lue, mon estomac s'est noué. Nous économisons pour l'avenir des jumeaux. Nous ne pouvons pas t'aider. Désolé. C'était tout. Pas de félicitations. Pas de nous sommes fiers de toi. Juste un refus froid et sec. Ça n'aurait pas dû me surprendre, et pourtant si. Ou peut-être que ça m'a simplement fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Je fixais le message, essayant de comprendre comment quelqu'un pouvait rejeter son propre enfant de cette façon. Ce n'était même pas une question d'argent. C'était l'absence totale de considération. Je suis resté là à me sentir idiot, me demandant pourquoi j'avais pris la peine d'essayer. Je savais que je ne pouvais pas compter sur elle. J'ai posé mon téléphone, essayant d'avaler la boule que j'avais dans la gorge, mais les larmes sont venues quand même. Je n'en voulais pas aux jumeaux. Ils n'avaient rien demandé. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mis de côté, comme si je ne comptais pas. Heureusement, ma tante est intervenue. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je me porterai garante pour tes prêts. Toi, concentre-toi juste sur le fait de réussir, d'accord ?» Elle n'était pas obligée de faire ça. Elle avait ses propres responsabilités et ses propres enfants, mais elle croyait en moi. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su que j'irais loin, et honnêtement, cette confiance m'a touché encore plus que son aide financière. À ce moment-là, je me suis fait une promesse, je ne la décevrai pas. Je travaillerai comme un acharné, pas seulement pour moi, mais aussi pour lui prouver que sa confiance n'était pas mal placée. Ma mère m'avait claqué la porte au nez, mais ma tante, elle,
l'avait grande ouverte. Et je n'allais certainement pas gâcher cette chance. L'université n'était pas une partie de plaisir. Je me débrouillais sans arrêt, petit boulot sur le campus, shift le week-end, mission à droite et à gauche juste pour survivre. Je me suis même formé tout seul au design web et j'ai commencé à faire du freelance pour de petites entreprises. Ça rapportait plutôt bien et j'avais des factures à payer. Le sommeil est devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre, mais ça m'était égal. J'avais un objectif et rien n'allait m'arrêter. Et ma mère? Toujours le silence radio. Pas un message, pas un appel pour prendre des nouvelles. De temps en temps, je tombais sur ses publications sur les réseaux sociaux, des photos des jumeaux à leur spectacle scolaire, leurs anniversaires, ou leurs vacances en famille à Disneyland. Elle avait l'air insouciante, comme si sa vie était une bulle parfaite. Ces publications me transperçaient le cœur. Alors, à un moment donné, je les bloquais. Je ne pouvais plus continuer à me torturer en regardant une vie dont je ne faisais pas partie. Quand la remise des diplômes est enfin arrivée, j'ai envoyé une invitation à ma tante. Elle ne s'est pas contentée de venir. Elle rayonnait au premier rang, applaudissant plus fort que tout le monde quand mon nom a été appelé. Ma mère? Je n'ai même pas pris la peine de l'inviter. Si elle ne s'était pas souciée de mes études quand j'avais le plus besoin d'aide, elle ne méritait pas d'être là pour célébrer ma réussite. Ma tante, en revanche, méritait pleinement ce moment, car sans elle, je n'y serais peut-être jamais arrivé. Après l'obtention de mon diplôme, le vrai combat a commencé. J'ai déménagé dans une petite ville pour un emploi dans mon domaine. Le salaire n'était pas exceptionnel, mais il suffisait à payer mes factures et à commencer à rembourser mes prêts étudiants. Les premières années ont été difficiles. Je vivais dans un minuscule appartement avec des meubles pourris et je travaillais de longues heures juste pour faire mes preuves. J'ai tout donné à ce travail. J'ai saisi chaque occasion d'apprendre, je restais tard pour terminer des projets et je me portais volontaire pour les tâches dont personne ne voulait. Petit à petit, ça a fini par payer. J'ai obtenu une promotion, puis une autre, et avant même de m'en rendre compte, je gravissais les échelons. À la fin de ma vingtaine, j'étais enfin dans une bonne situation. J'avais remboursé une grosse partie de mes prêts, emménagé dans un appartement correct et, pour la première fois de ma vie, j'avais un peu d'économie. J'avais l'impression de enfin avancer. Ma relation avec ma mère était toujours inexistante. Je ne faisais aucun effort pour la contacter, et elle non plus. De temps en temps, des membres de la famille me disaient qu'elle prenait des nouvelles à mon sujet, mais cela n'aboutissait jamais à rien. Elle avait sa famille, et moi, j'avais ma vie. Je crois que la partie la plus difficile de ces années-là a été d'accepter qu'elle ne changerait pas. Une part de moi avait toujours espéré qu'elle me contacterait, qu'elle s'excuserait ou qu'elle reconnaîtrait au moins la façon dont elle m'avait traité, mais ça n'est jamais arrivé. À la place, j'ai appris à ne plus rien attendre d'elle. Avance rapide jusqu'à mes 30 ans, j'étais cadre supérieur, je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais cru possible. Je restais discret à ce sujet. Je ne publiais rien en ligne, je n'en parlais pas à la plupart de ma famille. Je ne voulais pas gérer le drame que cela aurait entraîné. Ma tante, celle qui s'était portée garante pour mes prêts, était la seule à être au courant de ma promotion. Elle était fière de moi et me le disait à chaque fois que nous parlions. Malheureusement, lors d'une réunion de famille, elle l'a mentionné de façon anodine à ma mère, pensant que cela pourrait déclencher une réconciliation. Elle avait de bonnes intentions. Elle a toujours été celle qui essayait de maintenir la paix. Mais cette simple remarque a déclenché une réaction en chaîne à laquelle je ne m'attendais pas. Quelques jours plus tard, on a frappé à ma porte. Je n'attendais personne, alors j'ai regardé par le Judas. C'était ma mère et Léonard. Je ne les avais pas vus depuis des années, et je ne voyais aucune bonne raison pour qu'ils soient sur le pas de ma porte. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté pour les laisser entrer. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Léonard n'a pas pris la peine d'être poli. « On doit parler ?» a-t-il dit en se frayant un chemin à l'intérieur comme s'il était chez lui. Ma mère l'a suivi sans même dire bonjour. « On a entendu parler de ta promotion », a commencé Léonard, sur un ton sec et pragmatique. « Alors comme ça, tu fais enfin quelque chose de ta vie. Tant mieux pour toi. Il était temps. Je les ai fixés. Pas de félicitations. Pas de banalité après toutes ces années. Juste des insultes, directement. D'accord, ai-je dit lentement. Et alors ? Ma mère est intervenue. Les jumeaux vont bientôt entrer à l'université, et on traverse une période financière un peu compliquée. On s'est dit que puisque tu t'en sors si bien maintenant, tu pourrais nous aider à couvrir leurs frais. Je ne me souviens pas exactement de ma réaction sur le moment, mais je sais que j'essayais simplement de comprendre ce qui se passait. Après des années de silence, après tout ce qu'ils m'avaient fait subir, ils avaient le culot de venir chez moi pour exiger de l'argent ? Vous êtes sérieux ? Ai-je fini par dire. Pourquoi on ne le serait pas ? A répliqué Léonard sèchement. Tu gagnes bien ta vie maintenant, non ? Ne fais pas semblant de ne pas pouvoir te le permettre. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de famille à entretenir. Tu as l'argent. Ce n'est pas une question de savoir si je peux me le permettre, ai-je dit, la voix montant, c'est le fait que vous n'avez absolument rien fait pour moi, et que maintenant vous êtes là à me demander de l'argent comme si je vous devais quelque chose. Ma mère a levé les yeux au ciel. Oh, ça y est, a-t-elle dit en levant les mains. Tu vas encore jouer la victime. Pauvre petit toi. On ne t'a pas assez dorloté.
Tu gardes cette rancune depuis des années. Et pourquoi? Regarde-toi. Tu t'en es très bien sorti. Oui. Parce que j'ai travaillé comme un forcené, ai-je répliqué, sans l'aide d'aucun de vous deux. Vous avez la moindre idée de la difficulté que c'était de faire des études sans garant, sans aucun soutien financier? J'y suis arrivé, mais pas grâce à vous. Malgré vous. Léonard a esquissé un sourire narquois. Oh, allez. Arrête de faire comme si tu avais eu une vie si dure. Tu as un bon boulot maintenant, non? Un bel endroit où vivre? Tu devrais peut-être nous remercier. Si on ne t'avait pas mis dehors, tu ne serais pas là où tu en es aujourd'hui. Vous remercier, ai-je dit, la voix tremblante de colère. Vous m'avez jeté dehors parce que je n'étais plus pratique. Vous m'avez fait comprendre que je ne comptais pas, et maintenant vous êtes là à attendre que je vienne sauver la situation pour les enfants qui, eux, vous importaient vraiment? Non. Absolument pas. Le ton de ma mère est devenu glacial. Tu es égoïste, a-t-elle lâché sèchement. Je t'ai élevée toute seule, j'ai travaillé comme une folle pour te garder en vie, pour te donner tout ce dont tu avais besoin. Et regarde-toi maintenant. Tu as tout ce qu'il te faut, et tout ce qu'on te demande, c'est un peu d'aide. Ce sont tes frères et sœurs. Tu leur dois bien ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait. C'était la manière dont elle le disait. Comme si je devais avoir honte de ne pas me plier immédiatement en quatre pour elle et les jumeaux. Je ne leur dois rien, ai-je rétorqué. Et je ne vous dois certainement rien non plus. Vous avez fait vos choix, et j'ai fait les miens. Vous avez décidé que je ne valais ni votre temps ni votre argent, et maintenant vous vous attendez à ce que je mette ma vie entre parenthèses pour eux. Ça n'arrivera pas. Léonard s'est approché, le visage dur. Tu sais quel est ton problème? Tu as toujours cru que tu étais plus important que tu ne le es réellement. Tu penses être supérieur aux autres juste parce que tu t'en es sorti tout seul. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu ne comptais pas pour cette famille à l'époque, et tu ne comptes toujours pas aujourd'hui. Ça m'a frappé de plein fouet, mais je n'ai rien laissé paraître. Alors pourquoi êtes-vous là, ai-je dit froidement. Si je ne compte pas pour vous, pourquoi êtes-vous dans mon salon à mendier de l'argent? Ma mère a répliqué sèchement, parce qu'on n'avait pas envie de venir ici. Tu crois qu'on aime te demander de l'aide? Mais les jumeaux méritent un avenir, et si tu n'étais pas aussi foutrement égoïste, tu le verrais. Mais non, tu préfères jouer l'enfant blessé et ne penser qu'à toi. J'ai ri, amer. Tu veux parler d'égoïsme? Tu as mis ton propre enfant à la porte pour faire de la place à ta vraie famille. Tu m'as dit que je ne valais pas l'effort. Et maintenant tu veux me parler de ce que les jumeaux méritent? Ils méritent de meilleurs parents. Ce n'est pas mon problème. Léonard m'a pointé du doigt, la voix montant. Fais attention à ce que tu dis. On est toujours ta famille, que ça te plaise ou non. Et la famille est de la famille. Non, ai-je répondu fermement. La famille ne fait pas ce que vous m'avez fait. La famille ne jette pas son enfant comme un déchet et ne revient pas en rampant quand elle a besoin d'argent. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes des étrangers pour moi. Le visage de ma mère s'est déformé de colère. Très bien. Sois un petit sale gosse égoïste, mais ne viens pas pleurer chez nous quand ta vie s'écroulera. Tu te crois tellement meilleur que nous, mais tu n'es rien. Tu ne seras jamais rien. C'en était trop. J'en avais assez. Si vous ne partez pas tout de suite, ai-je dit en sortant mon téléphone, j'appelle la police. Léonard a ricané. Vas-y, appelle-les. On verra à quoi ça ressemble. Mettre ses propres parents dehors. Vous n'êtes pas mes parents, ai-je dit calmement, le doigt au-dessus de l'écran. Plus maintenant. Ma mère lui a attrapé le bras en marmonnant quelque chose. Tu vas le regretter, a-t-elle dit en se tournant pour partir. Non, ai-je répondu en refermant la porte derrière eux. Pas du tout. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'avais changé. L'enfant qui cherchait désespérément leur approbation avait disparu. Je ne leur devais rien, et je n'allais pas les laisser me faire culpabiliser. Après leur départ, je suis resté debout dans mon salon, téléphone à la main. Je n'étais pas bouleversé. Je n'étais même plus en colère. J'étais épuisé. Pendant des années, j'avais nourri cet espoir, enfoui au fond de moi, qu'un jour ils me verraient comme leur fils, comme leur famille, comme quelqu'un qui comptait. Mais cet espoir avait disparu. Cette confrontation avait définitivement détruit les dernières illusions que j'avais encore à leur sujet. Après ce jour-là, je pensais que je ne les reverrais plus. J'avais clairement fait comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans ma vie, et j'étais prêt à avancer. Mais des gens comme eux n'acceptent pas un refus. Ils n'avaient pas fini d'essayer de s'imposer, et ce qui a suivi a été un véritable chaos. Quelques semaines plus tard, j'ai appris par mes collègues que ma mère s'était présentée à mon bureau. Je n'y étais pas ce jour-là, j'avais pris un congé maladie, mais apparemment, elle avait fait une scène monumentale. Elle est entrée en trombe, a exigé de me voir, et quand on lui a dit que je n'étais pas là, elle a refusé de partir. Elle criait à propos de la famille, des sacrifices et du fait que tu lui devais tout, m'a raconté un collègue le lendemain. La sécurité a dû la faire sortir. C'était intense. Je me suis excusé auprès de tout le monde, mortifié. J'ai prévenu les ressources humaines et demandé qu'elles soient ajoutées à la liste des personnes interdites d'accès. Malgré tout, j'étais secoué. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse tomber aussi bas. Mais le pire restait à venir. Ma mère n'a pas lâché prise. Un soir, environ une semaine plus tard, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée qui m'attendait devant chez moi.
Elle faisait les 100 pas dans l'allée, visiblement agitée. Dès que je suis sorti de la voiture, elle s'est précipitée vers moi en hurlant. « Tu ne peux pas continuer à m'ignorer. » J'ai pris une grande inspiration en gardant mes distances. « Qu'est-ce que tu fais ici ? On doit parler ?» a-t-elle dit en me pointant du doigt comme si j'étais un enfant. « Tu crois que tu peux simplement tourner le dos à ta famille ? À tes responsabilités ? » « Quelle responsabilité ?» ai-je répliqué. « C'est toi le parent, pas moi. Les jumeaux sont tes enfants. C'est à toi de gérer ça, pas à moi. » Ça l'a fait exploser. Elle a commencé à hurler que j'étais égoïste et ingrat, que je lui devais tout pour ce qu'elle avait fait pour moi. « J'ai tellement sacrifié pour toi, criait-elle. Et c'est comme ça que tu me remercies ? En nous tournant le dos. Tu n'as rien sacrifié pour moi, ai-je dit en essayant de rester calme. Maman, retourne dans la maison dont tu as chassé ton fils et ne reviens plus. À ce moment-là, sa voix est passée du fort à l'hystérique. Elle criait si fort que les voisins sont sortis de chez eux pour voir ce qui se passait. C'est un sale gosse, hurlait-elle en me désignant. Il a toujours été égoïste. Il ne pense qu'à lui. Quelques voisins ont essayé d'intervenir, lui demandant de se calmer, mais elle n'entendait rien. Sa voix devenait de plus en plus forte, de plus en plus paniquée, jusqu'à ce qu'elle se jette sur moi en criant « Après tout ce que j'ai fait pour toi !» Recule, l'ai-je prévenu en sortant mon téléphone et en commençant à composer le 911. Je suis sérieux, maman. N'ose pas. Son visage s'est tordu de rage et elle a tenté d'arracher mon téléphone. N'ose pas appeler la police contre ta propre mère. Je t'ai élevé. J'ai tout sacrifié pour toi. Tu m'as abandonné, ai-je crié en retour, en tenant mon téléphone hors de sa portée et en essayant de la maintenir à distance. Tu m'as jeté comme si je n'étais rien. Je n'avais plus l'impression de me disputer avec ma mère. C'était comme regarder une étrangère porter son visage. Elle hurlait des accusations d'ingratitude et de loyauté familiale tout en se jetant sur moi, essayant encore de m'arracher le téléphone des mains. À travers le chaos, j'ai entendu un de mes voisins crier « J'appelle la police, laissez-le tranquille ». D'autres voisins sont sortis de chez eux, certains debout sur leur porche, d'autres s'approchant, observant cette scène irréelle d'une mère s'en prenant physiquement à son propre enfant. Finalement, quelqu'un est intervenu et l'a tiré loin de moi, juste au moment où le son des sirènes a déchiré l'air. Elle se débattait encore, hurlant des paroles incohérentes, mais c'était terminé. Alors que les lumières clignotantes de la voiture de police illuminaient la rue, je suis resté là, tremblant, réalisant jusqu'où elle était allée et à quel point je ne pouvais plus la laisser revenir dans ma vie. Le lendemain matin, je me suis rendu directement au commissariat pour déposer plainte. J'ai tout expliqué, l'incident sur mon lieu de travail, sa venue chez moi, la dispute violente devant mes voisins. L'agent à qui j'ai parlé a été compréhensif et m'a aidé à entamer les démarches pour obtenir une ordonnance de protection. Quand j'ai raconté ce qui s'était passé à mes grands-parents, ils étaient furieux. « Elle a perdu la tête », a dit mon grand-père en secouant la tête. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle, mais tu ne mérites pas ça. Nous aurions dû faire plus pour toi à l'époque, a ajouté ma grand-mère, la voix lourde de culpabilité. On pensait bien faire en restant proches, mais on t'a laissé affronter trop de choses tout seul. Je suis tellement désolé. Je leur ai dit que ce n'était pas leur faute. Ils avaient fait de leur mieux, et ils étaient la seule raison pour laquelle j'avais eu un minimum de stabilité après que ma mère m'a mis dehors. Ils m'ont clairement fait comprendre qu'ils en avaient fini avec elle. Nous l'avons soutenue à travers tout, a dit mon grand-père. Mais là, c'est la goutte de trop. On coupe les ponts. L'entendre dire ça avait un goût amer. D'un côté, c'était une forme de validation. Il voyait enfin qui elle était vraiment. Mais de l'autre, ça faisait mal de réaliser à quel point elle était tombée bas et à quel point elle ne se souciait que d'elle-même. L'ordonnance de protection a été accordée quelques semaines plus tard, et la vie a enfin commencé à se calmer. Je me suis plongé dans mon travail, ma maison et les personnes qui comptaient vraiment, mes grands-parents, ma tante et mes amis proches. Ma tante, surtout, a été mon pilier. Elle n'est pas seulement intervenue quand les choses sont devenues difficiles. Elle est restée, tout simplement, et elle ne m'a jamais fait sentir que je lui devais quoi que ce soit pour ça. Quelques mois plus tard, une fois que j'ai enfin repris mon souffle, j'ai décidé de faire quelque chose pour elle. Ce n'était pas pour la rembourser. C'était pour lui montrer à quel point elle comptait pour moi. Je ne lui ai pas simplement donné de l'argent. J'ai tout planifié. J'ai fait en sorte que ce soit suffisant pour financer un week-end d'escapade pour elle et sa famille, quelque chose dont elle avait toujours rêvé mais qu'elle n'avait jamais priorisé parce qu'elle passait toujours les autres avant elle. Quand je lui ai tendu l'enveloppe, elle a d'abord eu l'air confuse, puis elle l'a ouverte et a eu un souffle coupé. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé, la voix tremblante. « C'est pour toi » ai-je répondu simplement. « Tu as toujours été là pour moi. Tu n'étais pas obligé, mais tu l'as fait. Tu mérites quelque chose de bien, quelque chose juste pour toi. » Ses yeux se sont embués et elle a secoué la tête. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je ne t'ai pas aidé en attendant quelque chose en retour. »« Je sais » ai-je dit, la voix chargée d'émotion. « C'est justement pour ça que tu le mérites encore plus. » Elle m'a serré fort dans ses bras, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti cet amour et ce soutien que j'avais poursuivi toute ma vie. Elle ne se contentait pas de me voir, elle me valorisait. Pendant ce temps, de loin en loin, j'entendais des nouvelles de ma mère et de Léonard.
Leur situation financière s'effondrait, et les jumeaux avaient du mal à terminer leurs études. Je ne me sentais pas coupable. Je ne ressentais rien. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait les miens. Pendant des années, j'avais porté le poids de vouloir leur approbation, d'espérer qu'ils me verraient enfin comme quelqu'un qui comptait. Mais maintenant, je comprenais que ça n'arriverait jamais, et ça allait. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je voyais ma propre valeur désormais, et je m'étais entouré de personnes qui la reconnaissaient aussi. J'ai construit une vie dont je suis fier, remplie de gens qui se soucient sincèrement de moi. Et surtout, j'ai appris que la famille ne se définit pas par le sang. Elle se définit par ceux qui sont là, qui te soutiennent et qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce qu'ils peuvent te prendre. Quant à ma mère, j'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche, mais j'ai fini d'être sa solution. J'ai fini d'être son sacrifice. Ma vie m'appartient maintenant, et je ne regarde plus en arrière. Si quelque chose de nouveau arrive, je posterai une mise à jour. Mise à jour finale. Salut à tous. Je ne pensais pas écrire une mise à jour, mais quelque chose d'inattendu s'est produit, et je pense que ça vaut la peine d'être partagé. Après tout ce qui s'est passé avec ma mère et Léonard, l'ordonnance de protection, l'embuscade devant chez moi et sa crise, je pensais avoir tourné la page de cette partie de ma vie. J'avais fermé la porte et avancé. Puis l'un des jumeaux m'a contacté. Tout a commencé par un message venant d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Max. On peut parler ? J'aimerais apprendre à te connaître. Tu es mon frère, et je ne te connais pas du tout. » Je suis resté longtemps à fixer ce message. Max et moi nous connaissions à peine depuis mon départ de la maison, toutes ces années plus tôt. Les jumeaux étaient encore des enfants à l'époque, et après tout ce que ma mère et Léonard m'avaient fait subir, je n'avais aucun lien avec eux. Une partie de moi se demandait s'il ne s'agissait pas d'une nouvelle manœuvre de ma mère, mais la façon dont Max avait formulé son message semblait différente. Après un moment, j'ai répondu « De quoi s'agit-il » Quelques minutes plus tard, il m'a appelé. J'ai hésité avant de décrocher. « Salut » a-t-il dit, la voix un peu nerveuse. Je sais que c'est inattendu, mais je voulais te contacter. Je pense beaucoup à toi ces derniers temps, et j'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose d'important. Tu es mon frère, et je ne sais rien de toi. Je déteste ça. Je ne disais pas grand-chose, alors il a continué. Je sais ce que maman et papa t'ont fait, a-t-il dit. Je ne comprenais pas quand j'étais enfant, mais maintenant oui. Je ne pense pas que c'était juste. Honnêtement, je trouve ça horrible, et je ne t'en veux pas d'être parti. Mais je déteste que leur choix nous ait empêchés d'avoir une relation. Ce n'est pas ta faute, ai-je répondu, en essayant de garder une voix posée. Tu n'es pas responsable des décisions qu'ils ont prises. Je sais, a-t-il dit, mais ça ne rend pas les choses plus faciles. J'ai l'impression d'avoir manqué la chance d'avoir un grand frère. Et maintenant que je suis assez âgé pour comprendre tout ce qui s'est passé, j'aimerais au moins essayer de réparer ça. Je sais que je ne peux pas effacer ce qu'ils ont fait, mais j'aimerais apprendre à te connaître, si tu es ouvert à l'idée. Je me suis adossé à ma chaise, ne sachant pas quoi répondre. Pendant des années, j'ai porté le poids de ce sentiment de ne pas compter pour ma famille. Et là, il y avait Max, qui me contactait, reconnaissait ce qui s'était passé et me demandait une chance de construire quelque chose de différent. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Pourquoi me contacter après tout ce temps? Honnêtement, a-t-il répondu, parce que je ne veux pas que nous restions des étrangers pour toujours. Je ne te demande pas de pardonner maman ou papa, et je n'essaie pas de leur trouver des excuses. Je veux te connaître. C'est tout. Son ton était tellement sincère qu'il était difficile de ne pas être un peu touché. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de tourner la page sur tout ça, et je finis par dire. Ce n'est pas facile pour moi de rouvrir cette porte. Je comprends, a-t-il dit. Et je ne te demande rien d'énorme. Je veux juste une chance de te parler. Peut-être voir si on peut avoir une forme de relation. Tu es mon frère, et j'aimerais savoir qui tu es. Je suis resté un moment silencieux, pesant le pour et le contre. Les jumeaux n'étaient pas responsables de ce qui s'était passé. Ils n'avaient pas pris les décisions qui avaient déchiré notre famille. Et si Max faisait l'effort de me contacter, peut-être que ça valait la peine de le rencontrer à mi-chemin. Même si une partie de moi me disait qu'il cherchait peut-être à profiter de moi, j'ai décidé de lui donner une chance, puisque je ne connaissais pas vraiment les jumeaux. D'accord, ai-je dit. On peut commencer par une conversation. Son soulagement était évident. Merci, a-t-il répondu rapidement. C'est tout ce que je demande. Je veux juste commencer quelque part. Nous avons raccroché peu après, et j'ai passé le reste de la soirée à y réfléchir. Le fait que Max me contacte n'était pas quelque chose que j'avais jamais imaginé, et ça m'a laissé avec un mélange d'émotions que je n'arrivais pas vraiment à analyser. La vérité, c'est que pendant longtemps, j'ai vu les jumeaux comme faisant partie de la famille qui m'avait rejeté. Mais Max m'a fait réaliser qu'ils étaient autant victimes de l'égoïsme de ma mère et de Léonard que moi. Ils n'avaient pas choisi cette situation, pas plus que moi. Je ne sais pas où tout cela mènera. Je reste prudent. J'ai construit une vie dont je suis fier, et je n'ai pas envie de rouvrir de vieilles blessures. Mais en même temps, la démarche de Max semble sincère. Il n'a pas essayé de me faire culpabiliser ni de trouver des excuses à ses parents. Il voulait simplement me connaître. Et pour la première fois, j'ai l'impression que peut-être, juste peut-être,
Je pourrais avoir une relation avec quelqu'un de ce côté-là de la famille. C'est un petit pas, mais ça ressemble à un progrès.